Comment aborder la question de la gestion du temps pour que le temps soit mis au service de toute la famille? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui avec Alice Porfal. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Ici, c'est Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire depuis plus de 10 ans et aujourd'hui apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. L'idée de cette chaîne, c'est de vous offrir des ressources, de l'inspiration au quotidien pour vous permettre d'aborder la parentalité en toute sérénité, avec du recul, avec joie et puis pouvoir profiter de ces années avec votre famille. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je reçois Alice Porfal, qui est coach de vie privée et professeure. Elle nous expliquera pourquoi. Nous allons aborder comment gérer notre temps lorsque nous sommes en famille, lorsque nous sommes pressés par toutes les activités du quotidien. Alors, bonjour Alice. Bonjour Claudine, merci de m'avoir invitée Avec à venir plaisir. participer voilà, de ta chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, j'ai un peu abordé, j'ai dit que tu es professeur et coach de vie privée. Je sais que tu aimes insister sur le côté professeur. Alors, est-ce que tu peux nous donner plus de détails, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bon, comme a dit Claudine, je suis professeure et coach. Pourquoi j'insiste sur le mot professeur? Parce qu'en fait, c'est ma première formation. Et je me dis que l'être humain, il est beaucoup de choses pour être renfermé dans une petite boîte. Et je pense que Claudine, ainsi que moi, nous sommes capables en fait de faire beaucoup et nous limiter à dire que nous sommes professeurs, coach, maman, voilà. Nous sommes beaucoup de choses. Donc, je peux dire que je suis professeur parce que l'enseignement, il fait partie de la vie, même si c'est ma première formation. Mais il fait partie de la vie. Je suis professeure, Claudine, elle est professeure, mais vous aussi qui nous regardez, vous êtes professeur. Parce que c'est quoi le professeur? Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne, il montre l'exemple pour que les autres puissent suivre. Et en famille, ce que nous faisons tout le temps, même si nous n'avons pas été à l'université, nous n'avons pas choisi de faire une licence ou un master, ce n'est pas grave. Nous sommes tous professeurs, que ce soit les professeurs de nos enfants ou de nos proches. Voilà. Et être coach, en fait, ça vient juste perfectionner ce métier, ce très beau métier, qui est le métier d'enseignante, parce qu'en fait, être coach, c'est quoi? C'est accompagner. Et quand on est professeur, on accompagne aussi. Et quand on est coach, on accompagne avec un autre regard. Donc, c'est un regard beaucoup plus approfondi sur la psychologie. Parce que quand on est maman, on est aussi psychologue. Quand on est professeur, il faut aussi être psychologue. C'est ça, on a plusieurs casquettes. Voilà, il faut jouer plusieurs rôles. Et c'est vrai que c'est pour cela aussi que j'ai choisi de faire ma formation en coach en développement personnel pour que justement je puisse être à la hauteur aussi de suivre mes élèves, mais aussi ma famille. Voilà. Et c'est important justement de pouvoir développer tous ses talents, développer sa personnalité, ses talents, ses capacités dans l'ensemble, pas d'en privilégier qu'une seule. Donc voilà, ton parcours nous apprend cela, au moins aujourd'hui. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux tout de même aussi présenter ton activité? Oui, bien sûr, bien sûr. De Donc coach? aujourd'hui, des coachs, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis plutôt concentrée sur le métier de coach, d'accompagnement, parce que je trouve que notre société, elle en a besoin. C'est vrai que, comme je dis tout à l'heure, enseigner, ça fait partie de la vie, mais l'art d'accompagner quelqu'un et de pouvoir l'amener du point A jusqu'au point B, c'est l'art en fait de changer des vies aussi. Et c'est pour cela que j'ai commencé à travailler en tant que coach. Aujourd'hui, je reçois des clients en ligne. Je fais aussi des interventions, certaines interventions dans les entreprises. Au début, je ne faisais pas, mais aujourd'hui, je le fais. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris que les entreprises sont composées aussi de plusieurs familles. Et si ces employés, ils ne sont pas bien dans leur famille, l'entreprise ne pourra pas aller bien non plus.
Donc, c'est mon argument fort parce que si j'ai un manager qui veut que son équipe travaille bien, il faut qu'il puisse investir, en fait, dans ce type de formation pour le bien-être de ce collaborateur. Donc, aujourd'hui, je travaille aussi, j'interviens dans les entreprises, aussi dans ce sens, dans la connaissance des émotions, la gestion des émotions, pour un épanouissement professionnel, mais aussi familial, parce que les deux, ils ne peuvent pas marcher séparément. Voilà, exactement. Eh bien, je te propose, Alice, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle du temps, justement, et on a l'impression que dans notre société, nos sociétés occidentales, nous sommes tout le temps en train de courir après le temps. Métro, boulot, dodo, bon, voilà, je suis en retard. Ce sont des phrases qui reviennent assez souvent quand même. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont de plus en plus d'intérêt pour la meilleure façon de gérer leur temps, pour l'apprentissage des meilleures méthodes, en tout cas de gestion du temps. Donc, c'est ce que je te propose d'aborder avec moi aujourd'hui. Tu vas répondre à mes questions. Pour toi, comment est-ce que tu peux expliquer justement qu'on ait ce problème-là aujourd'hui? Alors, en fait, tout d'abord, pour moi, c'est une question culturelle. Je vais me dire culturelle, Alice? Oui, c'est culturel. Je regardais une émission il y a 2 semaines et il y avait un monsieur d'origine africaine qui disait que quand il était avec ses amis européens, il était toujours en retard. Et ses amis, au début, ils disaient, mais c'est pas possible, on va manger à midi, il arrive à 14 heures. Non, mais je ne peux pas croire. Et lui, ce qu'il leur répond, c'est, vous les Européens, vous avez l'heure. Nous, les Africains, nous avons le temps. Ça veut dire que eux, ils ont une vision, voilà, ils ont une vision totalement différente de ce que c'est le temps. Et ils prennent leur temps parce qu'il dit, d'après lui, ils prennent leur temps parce qu'ils veulent profiter du moment. Si je suis avec toi, c'est pour être avec toi, pas pour courir, être pressé pour arriver à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, la société, elle a mangé, elle a mangé cette notion de l'heure. Et il faut être à l'heure. Il faut faire tout en même temps et il faut bien faire, être là où il faut, à telle heure. Question de performance. On est toujours dans la performance. Exactement. Et nous voyons en fait cette influence dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, malheureusement. Donc, côté nourriture, c'est pareil. C'est beaucoup plus facile d'aller acheter un repas déjà prêt que de venir prendre du temps et préparer mon repas. Par contre, tout cela aura des influences négatives aussi sur notre santé. Parce que plus je cours, moins je profite du moment, que ce soit de mon repas que moi-même je préparais, je sais ce que je mange et je sais comment je l'ai préparé. Donc, c'est totalement différent que de manger dans un restaurant, bien contre d'aller manger dans un restaurant, mais pas tout le jour. Notre corps, il a besoin de cet équilibre. Et quand je parle de restaurant, je peux aussi donner un autre exemple. C'est très facile aujourd'hui d'être en famille, mais regardez. Et ce petit appareil fait partie de notre famille. Nous sommes en famille, l'enfant, il parle, on est là. Oui, mais c'est vrai. Oui, attends. Des fois, les appareils qui nous entourent, cette nouvelle technologie, tout cela nous fait en fait manger l'heure et oublier le temps. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est une question culturelle, mais aussi d'adaptation. On s'adapte trop et on oublie ce qui est le plus important. Voilà. C'est vrai qu'en fait, dans notre société, on a tendance à vouloir être productif. Donc, pouvoir réussir à accomplir plusieurs tâches en même temps, gagner du temps. Je fais du sport sur mon vélo d'appartement pendant que je regarde les informations. Je change le bébé, mais pendant ce temps-là, le repas est sur le feu. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être… En fait, on veut dégager le maximum du temps que l'on a. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, on oublie de profiter des choses simples et essentielles pour nous. Voilà. Tout à fait. Et je veux juste compléter ce que tu as dit par rapport à l'enfant. Quand nous sommes à la maison, par exemple, moi, je fais aussi l'école à la maison. C'est un choix que mon mari et moi, nous avons fait. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a l'accumulation des tâches. Donc, surtout la femme, elle a cette pensée qui est un peu quand même erronée parce que la femme peut faire plusieurs choses en même temps.
C'est Oui, c'est ce pas qu'on dit vrai. souvent. Il y a une journaliste que j'aime beaucoup, c'est une journaliste brésilienne qui s'appelle Darley Alves. Elle a des émissions sur la famille et elle dit toujours une phrase qui me parle. Elle dit, la femme dit qu'elle a toujours le pouvoir de faire tout le temps, en même temps. Oui, c'est vrai, elle fait tout en même temps et après, elle meurt. Voilà, parce qu'elle est fatiguée, elle ne peut plus. Nous avons été créés pour être productifs, oui. Nous avons cette capacité de faire plusieurs choses en même temps, oui. Mais c'est aussi une question d'entraînement. Nous sommes capables, mais je pense que les hommes aussi sont capables de faire. Et pour que ce poids, en fait, ne repose pas seulement sur le dos de la femme qui doit tout faire en même temps. Voilà. Et en plus, les recherches en neurosciences nous montrent bien que le cerveau ne peut pas forcément gérer plusieurs tâches. En tout cas, l'attention ne peut pas être focalisée sur plusieurs choses en même temps. Hein. Pour pouvoir réussir une chose voilà, qui demande de l'attention, il faut quand même un peu de concentration. Donc, ça Tout suppose à fait. de s'éparpiller. Ouais. Et selon Exactement. toi, quelles sont les répercussions, quelles pourraient être les répercussions d'une mauvaise gestion du temps sur l'individu, mais aussi sur les relations au sein de la famille? Alors, plusieurs, Claudine. Nous avons déjà les maladies, d'accord? Donc, la fatigue, le stress, surtout les maladies émotionnelles, parce que le fait de se demander trop et de ne pas voir de résultats, cela peut en fait entraîner des maladies émotionnelles. Par exemple, l'anxiété. Je suis très anxieuse parce qu'aujourd'hui, je devrais faire telle ou telle chose, accomplir telle ou telle tâche, mais je n'ai pas eu le temps. Le temps ne m'a pas permis. Pourquoi? Parce que j'ai eu des imprévus. Donc, on ne compte pas sur les imprévus, mais c'est une erreur. Il faut commencer à penser aux imprévus. Mais allez, c'est imprévu, hein? Je ne peux pas prévoir. Et voilà. Et prendre en compte. Mais voilà, il faut en prendre en compte parce que si je ne pense pas aux imprévus, si je ne libère pas un petit moment de ma journée pour gérer ces imprévus, je serai frustrée. Cette frustration peut aussi générer une anxiété et ainsi de suite, même une dépression. Donc, il y a ce côté de maladie, en fait, qui peut être déclenché parce que nous avons une mauvaise gestion du temps. Mais il y a aussi la question qui parle aussi de l'entourage, hein, surtout de la famille. Là, je vais me concentrer plus dans la famille, mais aussi au travail, parce que si je n'ai pas le temps, voilà, le temps de faire ce que j'ai envie de faire, certainement, à la maison, j'aurai des problèmes. Parce que je vais regarder si je suis dans une famille où il y a un mari, des enfants, je vais regarder mon mari, lui, peut-être qu'il prend son temps. Il regarde la télé, il prend son temps. Il prend son temps. Et c'est Et souvent moi, le cas, hein, c'est ce que tu dis. Justement, il y en a un qui court toujours après le temps, et puis il y en a un voilà. il y en a un qui refuse de le prendre, mais il rejette la responsabilité sur celui qui décide de le prendre. Voilà, exactement. Ce que tu as dit est extrêmement vrai. La décision, c'est lui, il a décidé de prendre ce temps parce que tout, c'est une question de décision. Je décide de me tuer en faisant tout ce que je dois faire, voilà, que je dois faire à la maison et je néglige la présence physique de ma famille, en fait, en détriment de ce que je dois faire pour ma maison, comme si ma maison, elle était plus importante que ma famille. Alors là, on ne met pas, voilà, on va pas mettre sur les pieds d'égalité. C'est très important d'avoir une maison bien rangée et tout, le repas bien prêt, mais on peut tout avoir si on apprend à s'organiser, surtout. Et si tout le monde apprend aussi à collaborer. Parce que dans une famille, pour que nous puissions avoir une bonne gestion du temps en famille, que cette relation ne soit pas brisée par ce manque de temps, il faut que les personnes, les intégrants de cette famille comprennent qu'ils sont des colocataires et qu'ils doivent tous faire quelque chose pour que la maison, le foyer, soit une ambiance heureuse et harmonieuse. Donc, gérer son temps, ce que tu veux dire, c'est que ça ne se décide pas tout seul. On peut coopérer justement pour que tout le monde réussisse à bien gérer le temps. Si on n'habite pas seul. Oui, voilà. Si on n'habite pas seul. Si on habite seul, on va dire que c'est un peu plus facile quand même parce qu'on commence à prendre conscience de certaines choses
et adapter notre manière de vivre, en fait. Oui, mais c'est vrai que c'est important dans le cadre de la famille de prendre conscience de ces choses-là et justement qu'on a besoin d'une bonne communication aussi sur la façon de gérer le temps, de se mettre d'accord, de s'adapter. Parfaitement, oui. Ouais. Et selon toi, quels sont les facteurs qui nous empêchent de gérer notre temps de façon efficace? Tu as parlé déjà de la gestion des imprévus, c'est vrai. Les imprévus ne sont pas suffisamment pris en compte dans notre gestion du temps. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, nous avons donc les imprévus. Il y a aussi la procrastination. Voilà, il y a la procrastination. Un bien grand mot. Il faudra que tu Voilà. expliques exactement, on en parle beaucoup ces jours-ci. Il faudra que tu nous expliques exactement ce que ça veut dire. OK. Donc, la procrastination, c'est grand mot. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, je vais vous expliquer, vous allez le reconnaître tout de suite. Procrastiner, c'est le fait de laisser à demain ce qu'on doit ou on peut faire aujourd'hui. D'accord? Donc, si je laisse accumuler en fait mes activités, je procrastine. Après, nous pouvons voir un peu plus en détail comment se passe cette procrastination et par quelles raisons elles existent. Parce qu'il y a la procrastination volontaire, mais il y a aussi la procrastination involontaire. Donc, elle est consciente ou inconsciente, mais elle existe. Donc, il y a un proverbe en français, je ne sais pas si je vais me rappeler, qui dit ne laisse pas demain. S'il y a un autre mot, ne reporte pas demain, c'est ça ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça. C'est un dicté populaire qui parle à la procrastination. Donc, vous qui procrastinez tout le temps, donc qui faites toujours demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles parce que, voilà, peut-être que la procrastination vous parle. Alors, mais comment est-ce que tu peux dire que la procrastination est involontaire? Est-ce que c'est… Alors, souvent, il y a la première question, juste avant de venir à cela, c'est la procrastination, c'est de la paresse, en fait. C'est que je n'ai pas envie et je ne le fais pas. Voilà, non, ce n'est pas vrai. C'est une très bonne comparaison, Claudine, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que être procrastinateur, c'est être paresseux. Et ce n'est pas ça. Ce sont deux mots qui ont deux significations totalement différentes. Le procrastinateur, il ne va pas faire. Pourquoi? Soit parce qu'il a une peur, soit parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il va laisser à demain certaines activités parce qu'il ne croit pas qu'il est capable, parce qu'il a peur du jugement, parce qu'il pense, il est perfectionniste, il pense qu'il peut toujours mieux faire et c'est jamais bon. Et en fait, pour les perfectionnistes, malheureusement, j'ai envie de vous dire, il ne sera jamais bon. Donc, tout ce qu'on fait, parfait, toujours, voilà. La perfection n'existe pas dans ce monde si on ne parle pas de Dieu. Donc, je crois que le seul être parfait, c'est Dieu. Et nous, je suis désolée, mais tout ce qu'on va faire, il y aura toujours quelque chose à améliorer. Et ça, c'est magnifique. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas parfait, mais c'est perfectible. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, on peut toujours progresser. Exactement. Il faut pas que ça devienne un frein, en fait. Tout à fait. Parce que si c'est bon, à un moment donné, je suis plus motivée. Là, mais c'est parfait, en fait. Je reste là dans mon coin, je ne progresse pas. Voilà. Donc, donc, j'avais dit qu'il y a le perfectionniste et rien ne sera jamais parfait. Donc, si vous êtes perfectionniste, commencez à penser que vous pouvez apprendre de ce qui n'est pas parfait. Voilà. Donc, vous avez vu, là, je vous ai cité en fait quelques caractéristiques des personnes qui procrastinent. Et là, maintenant, nous allons voir la différence entre un procrastinateur et un paresseux. Le procrastinateur, il a des raisons valables qui le freinent. Soit la peur, soit le manque de confiance, le perfectionnisme, etc. Il y a toujours une douleur en quelque sorte, en fait. Il y a toujours quelque chose, exactement. Et il ne se sent pas bien de procrastiner parce qu'il a envie de faire. Il a envie de mieux faire, en fait. Mais il ne fait pas parce qu'il est freiné. D'accord? Un paresseux, il ne fait pas parce qu'il ne veut pas et il ne culpabilise pas du tout. Donc, il est là, je n'ai pas fait, c'est pas grave. C'est pas grave, je fais demain et voilà. La maison, on ne peut même pas ouvrir la porte parce qu'elle est tellement mal rangée.
Mais le paresseux, ça ne le dérange pas. Il va t'inviter chez lui, même si sa maison est un bordel, il va t'inviter, il va te dire, mais rentre, tu peux pousser les chaussures et passer, faire un petit chemin. Il ne s'inquiète pas, il est paresseux. Pour lui, peu importe s'il fait, s'il ne fait pas. Donc, il n'a pas de remords. Et les procrastinateurs, ils souffrent énormément parce qu'il a des remords. Mais alors, comment est-ce qu'on peut être procrastinateur de manière involontaire? Inconsciente. Involontaire, inconsciente. Ouais. Oui, parce que... Involontaire, oui, tu l'as déjà expliqué, mais surtout inconsciente. Inconsciente. Alors, Claudine, je te donne un exemple. Je dis, Claudine, tu peux me préparer tu parles une autre langue ou pas? Alors, je me débrouille bien en anglais et un petit peu en espagnol, oui. D'accord, très bien. Je vais dire, Claudine, j'aurai une intervention en espagnol sur ma chaîne YouTube et je veux bien que tu participes, voilà, tu sois mon invité. Donc, est-ce que tu peux préparer un thème pour que nous puissions échanger? Je vais me dire oui. Tu vas dire que tu parles l'espagnol, mais pas comme tu parles l'anglais. Tu ne maîtrises pas l'espagnol comme l'anglais, d'accord? Donc, tu vas me dire oui, Alice. Je dis oui, est-ce qu'on peut faire ça après-demain? Et tu vas me dire probablement non, parce qu'il faut que je prépare, il faut que je me prépare, il faut que je lise, que j'étudie, parce que tu vois, l'espagnol, je ne maîtrise pas trop comme l'anglais. Donc là, il me faut plus de préparation. Et tu vas me dire, bon, Alice, peut-être le mois prochain. Je vais te dire, OK, d'accord, Claudine. Sauf que tu as eu beaucoup de choses à faire entre-temps. Tu n'as pas eu le temps de te préparer comme tu voudrais. Et la veille, ou même une semaine avant, tu vas me dire, Alice, je ne suis pas prête. Est-ce qu'on peut reporter ça à, je ne sais pas, dans 2 mois, peut-être, on pourra faire cet entretien? Je me dis, dans 2 mois? Mais Claudine, tout était bon déjà. Je peux pas. Je me dis, oui, mais il faut que je me prépare. En fait, si je commence à te parler maintenant en espagnol, tu vas comprendre et tu vas, on va dire, te débrouiller et tu vas me répondre parce que tu n'attendais pas. Mais comme tu savais que tu devrais être mise à l'épreuve, on va dire, que j'allais te poser des questions en espagnol, que tu allais devoir m'expliquer des choses en espagnol, des choses, on va dire, plutôt techniques, tu as peur de l'erreur. Et cette peur, elle est inconsciente parce que tu n'as pas pris conscience de cette peur. Tu ne m'as jamais dit, Alice, non, c'est parce que j'ai peur de ne pas savoir dire ce que j'ai envie, il faut que je me prépare. Non, tu as dit juste, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Donc, cette peur, elle est inconsciente et cette procrastination, elle est inconsciente aussi. Parce que tu n'as pas eu ce déclic de te dire, non, j'analyse pourquoi je ne veux pas présenter telle chose la semaine prochaine. Ah oui, c'est parce que, en fait, pour dire la vérité, j'ai peur de m'exposer sans m'avoir préparé auparavant. Tu vois, donc c'est ça ce que j'appelle la procrastination involontaire. En fait, c'est fou, c'est-à-dire que quelqu'un peut procrastiner du coup sans le savoir et ce n'est pas parce qu'il ne fait rien à côté, il peut être en train de faire plusieurs choses qui sont importantes, qui sont utiles, mais il ne fait pas inconsciemment la chose qu'il était censé faire en fait. Voilà. Mais ça nous arrive très souvent. Très souvent, très souvent. Et j'ai plusieurs clients qui me disent en fait la même chose. Et c'est, comme tu dis, c'est incroyable parce que la personne, elle a plusieurs choses à faire. Elle n'arrive pas à accomplir ses tâches. Et quand je leur demande, mais pourquoi? Ils ne savent pas me dire. Et il y a certaines personnes qui me disent, mais je ne comprends pas en fait, j'ai le temps. Et quand on va faire un calendrier, on construit un calendrier ensemble, la personne me dit, non, mais finalement, j'ai beaucoup de temps libre, mais pourquoi je ne fais pas? Alors, ben, on va découvrir pourquoi tu ne fais pas. Et trop souvent, en fait, il y a ça, il y a la peur qui est cachée. Et cette peur empêche les personnes d'avancer et d'aller voilà, plus loin. Et elles procrastinent sans le savoir. Et tu vois, Alice, par rapport à ce que tu dis, je me dis que là encore, il y a une question de temps parce qu'il faut prendre du temps pour analyser un petit peu, s'écouter, entendre ses émotions par rapport à toutes ces choses-là. Eh bien, parfois, on ne prend pas le temps non plus de faire ce genre de choses-là si il n'y a pas un facteur extérieur, quelqu'un qui nous accompagne peut-être des fois et qui nous fait prendre conscience de ces choses-là. Tout à fait. D'où l'importance justement d'un coach en développement personnel. Je sais qu'être coach aujourd'hui,
peut paraître, on va dire, même des fois mal vu. On va dire, ah oui, elle est coach, mais voilà, elle fait quoi? Et en fait, c'est très important ce métier parce que c'est un accompagnement. Tu accompagnes la personne dans son parcours. Et le parcours de vie, en fait, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je procrastine dans mon entreprise. Demain, soit mon responsable il va trouver quelqu'un, pas des plus compétents que moi, mais quelqu'un qui se connaît mieux que moi et que peut éventuellement réaliser les tâches de manière beaucoup plus, moins stressée en fait que moi. Parce que quand je procrastine, je me sens aussi stressée. Et cette procrastination, elle peut aussi provoquer d'autres choses. Donc, j'ai peur. Cette peur ne me fait pas faire ce que je dois faire. À ce moment-là, je commence à ne plus avoir confiance en moi parce que je me dis, mais c'est pas possible. Ce qu'il m'a demandé de faire, c'était facile, mais finalement, je n'arrive pas. Est-ce que je serais capable de faire là, même si c'est dans 2 mois? Le manque de confiance, donc, et Voilà, un ainsi de suite. sentiment d'incompétence, ouais. Et En c'est un cycle, compétence, en fait. C'est un cycle. Une oui, chose entraîne l'autre. exactement. Oui. Et se connaître, c'est primordial. Et Ouais. en général, pour apprendre à se connaître, il faut faire un accompagnement, hein, se faire aider par quelqu'un qui va poser des bonnes questions au bon moment pour vous aider à bien réfléchir. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais des femmes qui sont submergées par différentes activités, toutes les activités domestiques, l'éducation des enfants. C'est un peu le rôle traditionnel. Mais aujourd'hui, bon, ben, la femme est aussi rentrée dans le monde professionnel. Donc, elle doit cumuler toutes ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses, mais parfois, ben, elle se retrouve, il faut le faire. Il faut bien nourrir la famille, il faut bien nettoyer la maison, il faut bien suivre les devoirs. Il faut bien être performante aussi au travail. Alors, comment réussir à concilier toutes ces choses sans tomber dans le burn-out? Alors là, très bonne question. Très bonne question parce que il y a le burn-out, en fait, on va dire professionnel, qui est très connu, on va dire, aujourd'hui. Cette fatigue extrême, etc. Je ne vais pas rentrer plus en détail, mais il y a aussi ce qu'on appelle le burn-out, en fait, parental aussi, où il y a des mamans, malheureusement, elles pensent, c'est pas qu'elles le font vraiment, mais elles pensent qu'elle n'aime même plus ses enfants. Elle n'aime plus les enfants, mais c'est pas vrai. Une mère va toujours aimer son enfant. C'est juste la façon de faire, c'est le regard. Et là, on revient toujours dans cette question de la gestion de ses émotions. Parce que pour que je puisse réaliser toutes les tâches, toutes les activités que j'ai à réaliser aujourd'hui, que ce soit mes activités en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme qui est entrepreneuse. Ça se dit entrepreneuse? Une Oui, femme voilà. entrepreneuse. Entrepreneur. J'ai déjà entendu des femmes J'en ai entrepreneurs, eu. entrepreneuses. C'est le féminin. Voilà. Donc, être entrepreneuse. Et tout cela demande du travail et une grande organisation. Donc, pour ne pas tomber dans cette fatigue extrême et même avoir ces pensées qui ne sont pas vraies, ce sont juste des mauvaises projections, je vais dire, il faut tout d'abord apprendre à gérer son temps, apprendre vraiment à identifier ce qui est important, urgent, prioritaire et important. C'est une cible que j'ai créée pour que personne n'oublie quand elles seront là au sommet du stress. On va dire non, attends, UPI. Donc, urgent, prioritaire et important. Qu'est-ce qui est urgent pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie et qu'est-ce qui est important? Parce que tout, je dis toujours à mes clients, tout est important, mais tout n'est pas urgent. Donc, il faut vraiment savoir équilibrer ces 3 choses, urgent, prioritaire et important. Donc, dès que j'apprends à équilibrer ces 3 mots qui sont très importants pour une bonne gestion du temps, là, les choses commencent, le temps commence à se dégager et on commence à voir le soleil qui va briller encore, donc au sein de ma famille et de moi-même. Et comment est-ce qu'on fait la différence justement entre les 3? Alors, comment faire la différence? Encore une fois, je vais vous donner un exemple, d'accord? Donc, on va parler, je vais vous donner 3 options. Qu'est-ce qui est le plus important? Manger, ok, se détendre
ou, ou se préparer intellectuellement à faire quelque chose. Manger, se détendre, se préparer intellectuellement. Des exemples, on va dire, voilà, très courants, qui nous sont demandés tous les jours. Et plusieurs personnes vont me dire, mais Alice, dans le monde où nous vivons, tout est urgent. Manger, me détendre et me préparer intellectuellement. Alors, Claudine, pour toi, qu'est-ce qui est le plus urgent pour toi? Manger, me détendre ou me préparer intellectuellement? Alors, tout va dépendre de la situation dans laquelle je suis, mais on va dire au quotidien, bon, il faut manger pour vivre. D'accord, donc pour toi, manger, c'est ce qui est urgent. À ce qui est urgent. C'est ça? Oui, mais ça va dépendre des situations. Alors, là, par exemple, dans la phase dans laquelle je suis, ce sera se préparer intellectuellement à une tâche, parce qu'il y a un examen qui arrive. C'est le plus urgent. D'accord. Mais je t'ai dit, Claudine, d'accord, aujourd'hui, tu vas te préparer intellectuellement parce que tu as dit que c'est urgent, OK? Oui. Si c'est urgent, tu ne fais pas à manger, mais tu habites seule. Tu ne sors pas pour acheter à manger non plus parce que c'est vraiment urgent. Cela ne peut pas attendre. Tu n'auras pas le temps de sortir pour chercher quelque chose à manger. Alice, mais je vais appeler. Non, tu n'as pas le temps non plus parce que c'est urgent. Une situation urgente, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre parce qu'elle aura des forts impacts sur ce qui est à venir. Dans ce cas, se préparer intellectuellement, il ne peut pas être urgent parce que ce n'est pas un besoin vital. Voilà, ce n'est pas un besoin vital. Se préparer intellectuellement. Donc, tu as se préparer intellectuellement, te détendre, et manger. Allez, pour toi, les prioritaires entre ces deux. Bon, eh bien, ce sera manger. Alors, pardon, les urgents. Urgent, manger. Voilà. Si ton corps n'est pas bien nourri, si tu as faim, tu ne pourras pas te préparer intellectuellement. Parce qu'à un moment donné, ton corps va te dire, ton ventre va te dire, Claudine, j'ai faim, je suis déconcentrée, je n'arrive plus à lire, je peux pas, non, c'est pas possible. Donc, voilà. Tu vas tomber dans le piège. Tu vas donc te préparer intellectuellement, non, mais manger, c'est urgent. Te nourrir, c'est urgent. Maintenant, tu as prioritaire important pour toi. Qu'est-ce qui est prioritaire? Te détendre ou te préparer intellectuellement? Alors là, tu vois, je pense aussi que c'est lié enfin, les priorités sont vraiment personnelles, on va dire. Pour moi, ce qui sera prioritaire, là, ce sera de se préparer intellectuellement. Mais bien sûr que le fait de se détendre, c'est aussi important pour être bien, pour aborder les choses sereinement. Mais voilà. Une autre question, oui. Oui. Voilà, une autre question. Si tu as mal au dos, est-ce que tu arriveras à te concentrer? Alors là, non. Ce sera urgent de soigner le mal de dos. Oui, alors, là, nous avons les deux points. Tu as prioritaire et important. Et tu dois choisir entre ce qui est prioritaire, ce qui est important. Me détendre ou me préparer intellectuellement. D'accord? Donc, me détendre, il viendra avant de se préparer intellectuellement. Pourquoi? Je m'explique. Parce que si je suis tendue, je n'aurai pas la même performance que si je me sens bien, physiquement aussi et mentalement. Parce qu'une tension, elle peut provoquer aussi un mal de dos, mais elle peut aussi provoquer une anxiété, un manque de concentration. Si je néglige ce point qui est très important de pouvoir prendre un moment pour moi, pour me détendre, même 10 minutes, respirer, écouter une musique, rester calme, tranquille, me reconnecter, tu vois. Alors là, si je brûle en fait les étapes, à un moment donné, je serai submergée parce que je n'arriverai pas à me préparer intellectuellement parce que soit j'ai faim, mon corps va me dire, il faut manger. Mon corps va me dire aussi, Alice, tu es trop stressée, là, ça ne va pas, je n'arrive pas à me concentrer. Tu vas lire, tu vas écrire, tu vas étudier, mais tu ne vas rien retenir. Voilà. Donc, mais comme ça, ce que tu dis, Alice,
ça veut dire encore la nécessité parfois de se faire accompagner pour pouvoir faire la différence entre les trois. Parce que lorsqu'on est pris justement dans la spirale de nos obligations, etc., c'est difficile justement de remettre les choses dans l'ordre. Et on a parfois besoin d'un œil extérieur pour pouvoir hiérarchiser les priorités. En fait. Tout à fait, oui, oui, oui. Et comme tu dis aussi, ça dépend des familles, ça dépend de la personne. Une famille n'est pas comme une autre. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement familial aussi, il est important. Même si c'est une personne qui fait, elle, en tant qu'ambassadrice, en fait, elle peut aider toute sa famille. Moi, j'ai accompagné une dame qui était professeure et elle, quand elle a fait ma formation sur la gestion du temps, une formation qui dure 1 mois. Et elle me dit, Alice, alors, je te dis, on va faire notre planning. Je te mets au défi. Je n'ai pas le temps, en fait. Je me réveille à 5 heures et je me repose entre-temps, on va dire à 13 heures. Mais après, le soir, à 23 heures, je suis toujours debout parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dis, mais comment ça, tu n'as pas le temps? Allez, on y va. On a construit son calendrier. Elle a découvert qu'elle avait 4 heures de temps libre. 4 heures. Je dis, et tu fais quoi de ces 4 heures? Elle me dit, bon, en fait, je ne savais pas que j'avais 4 heures de temps libre. Et là, on a réorganisé sa façon de vivre. On a réorganisé son planning. Et là, je lui ai dit, bon, de tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui est pour toi le plus urgent? Elle a des ados, elle a des enfants, voilà, des adolescents. Et je dis, combien de temps tu passes avec tes ados? Cette dame, elle est veuve, donc elle devrait, ses ados, ils demandaient beaucoup plus de temps que dans une famille qui n'est pas monoparentale. Je dis, ce sont des adolescents. Combien de temps tu passes avec tes ados? Ah, ben écoute, je suis avec eux. Ils arrivent du collège, je ne sais pas, collège, lycée, je ne sais même plus, les ados, collège, lycée. Ça dépend. Ils arrivent de l'école. Voilà, ils arrivent de l'école. C'est lycée en règle générale. Voilà, donc ils arrivent. Alors, je passe du temps avec eux. Je vérifie leurs devoirs pour voir s'ils ont bien fait. Et après, ils vont dormir. Je dis, non, je vais poser la question encore une fois. Combien de temps tu consacres à tes enfants? Parce que surveiller le devoir, ce n'est pas du temps consacré aux enfants. Avoir un jour dans la semaine où tu vas faire des activités avec les enfants et avec d'autres personnes, ce n'est pas consacrer du temps à tes enfants. Mais par exemple, séparer tous les jours, prendre un moment à 18h ou à 19h, ça va dépendre voilà, du planning de la famille. Pour cette dame, c'était à 18h. Elle a dit que tout le monde était à la maison à 18h. Je dis, vous allez manger à 18h ensemble. Et tu vas faire ça pendant 1 semaine. Et après, tu vas me dire quel sera le résultat. Alors, elle a fait l'expérience. Elle m'a dit, Alice, non mais c'est incroyable. Aujourd'hui, j'arrive à trouver du temps pour moi, à ranger mon armoire. C'était drôle parce qu'elle voulait avoir du temps pour ranger son armoire. Elle ne trouvait pas. Elle dit, mais je peux parler avec mes copines, voilà, et ranger mon armoire. Je mange avec mes enfants. Et ma fille, la plus grande, elle m'a dit, maman, mais c'est génial ce que tu as fait parce que maintenant, on arrive à discuter, on arrive à parler et j'apprends à te connaître. Je dis, mais tu vois, ce sont des petites choses qui sont urgentes parce que le temps en famille, il est toujours urgent, peu importe ce qu'on fait. Donc, si je dois ranger ma maison, je dois ranger ma maison. C'est important d'avoir une maison bien rangée. Je vais demander l'aide des colocataires qui habitent avec moi pour que cette maison soit bien rangée. Mais il faut que je privilégie les plus urgents. Ce sont les moments que je vais passer en famille. D'accord? Donc, pour moi, en fait, en tant que coach en développement personnel, vie privée, familiale, pour moi, en fait, la famille, c'est ce qu'il y a de plus urgent. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont petits. Demain, ils seront adolescents. Et quand ils seront adolescents, ils vont te demander et me demander aussi. J'ai des enfants qui me disent, mais maman, tu veux qu'on en parle, qu'on discute, mais tu n'es jamais là. Tu n'es pas disponible. Tu n'es pas disponible. Et après, quand ils vont faire des bêtises, les parents vont souffrir parce qu'ils souffrent. Mais après, ils vont souffrir pas, ils ne vont pas souffrir, surtout parce que les enfants ont fait des bêtises, parce qu'ils vont culpabiliser de n'avoir pas pris le temps de parler à cet enfant.
Donc, voilà. Donc, les urgents, c'est tout ce que je ne peux pas attendre. L'âge d'un enfant, le bien-être de ma famille ne peut pas attendre. Aujourd'hui, j'ai mon mari, demain, peut-être je ne l'aurai pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer et je ne dois pas regretter. Voilà. Donc, Voilà, on donc, retient urgent, c'est tout ce que je ne dois pas regretter. en fait, c'est important, comme je le disais dans une vidéo où je parle de la gestion du temps, de se reconnecter en fait à ses valeurs profondes, savoir, parce que c'est vrai que bien souvent on dit telle chose est très importante, on dit à sa famille qu'elle est prioritaire, que tout ce qu'on fait c'est pour elle, mais dans la gestion du temps, ça ne se voit pas toujours, effectivement. Non. Ouais. Mais est-ce que tu penses, Alice, qu'on est réellement libre en matière de gestion du temps? Parce qu'en fait, là, ce que tu dis, ça suppose de prendre la liberté, mais parfois, les injonctions tombent et on doit tout simplement enfin, on peut avoir l'impression qu'on doit tout simplement se plier. Est-on réellement libre? Alors, d'après toi, on est libre ou pas? Je crois qu'on a le pouvoir de prendre des décisions, mais que parfois, on se sent enchaîné, on va dire. Enchaîné à certaines obligations, à certaines choses qui nous sont imposées, voilà. Très bien. Oui. Et qu'on n'est pas toujours conscient de la liberté qu'on a. Oui. Donc, je te dis que oui, nous sommes libres pour pouvoir gérer notre temps. Pourquoi je te dis que nous sommes libres? Parce que nous avons la possibilité de choisir. Et quand on choisit, on décide. Il faut toujours faire le bon choix pour ne pas regretter, Alice. C'est vrai ou faux? Des fois, on fait des mauvais choix. Tout va dépendre de ce qu'on va faire avec ce mauvais choix que nous avons fait. Qu'est-ce que je fais avec? Je vais me plaindre? Ah oui, je fais ça, mais je n'aurais pas dû. Ou je vais regarder ce mauvais choix que je fais et je me dis, bon, je fais comme ça, mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas le bon chemin. Et je peux faire demi-tour et reprendre ma route. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pris conscience. Donc, nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de pouvoir gérer notre temps. Il faut juste se concentrer et se dire comment il faut faire. La première chose, c'est vraiment de faire un calendrier. Des fois, cela peut paraître un peu fatigant de suivre un calendrier. On va s'en sentir enchaîné. Je suis enchaînée. Je me sens enchaînée. Je suis là. Je ne suis pas libre. Je dépends de ces calendriers. On procrastine avant de faire le calendrier. Voilà, oui. Et en fait, ce calendrier, l'objectif d'un calendrier, c'est de créer des automatismes. Quand j'apprends à conduire, et je suis bien placée pour le dire parce que j'ai passé mon permis 3 fois. Quand on apprend à conduire, c'est tellement difficile. Pour moi, c'était horrible, c'était difficile. Je n'arrivais pas à apprendre en fait des automatismes. Des fois, j'écrivais, tu vois, d'abord, il faut appuyer sur l'embrayage et après, là. C'était horrible. Aujourd'hui, j'arrive à écouter une musique et à conduire. Je disais à mon moniteur, comment je pourrais un jour écouter une musique et conduire? C'est impossible pour moi. Je ne peux jamais le faire. Ouais. Et il m'a dit, le jour où tu vas apprendre à conduire et que tu vas maîtriser ta conduite, tu vas pouvoir même changer les CD. Je dis, OK, aujourd'hui, je le fais. OK, très bien. Pas en conduisant. Mais voilà. Donc, j'arrive à conduire et à écouter de la musique. Pourquoi? Parce que j'ai créé des automatismes. C'est naturel. Je ne m'arrête pas pour réfléchir. Je ne réfléchis pas pour conduire. Je le fais. Et pour ma gestion du temps, c'est pareil. Mais avant de le faire, j'ai dû m'entraîner. J'ai dû m'entraîner plusieurs fois. Et des fois, je pensais que ce serait impossible pour moi d'avoir mon permis. Et pour la gestion du temps, c'est pareil. J'ai créé un calendrier, je le suis et attention, je ne me donne pas des tâches impossibles à accomplir. Le jour, il a 24 heures, je sais que je dois dormir minimum 8 heures, donc j'enlève déjà 24 moins 8, ok, très bien, ce qui me reste. Et après, je sais que si je travaille à l'extérieur et que je dois m'occuper de ma famille, je dois savoir aussi que j'ai 8 heures de travail à l'extérieur, hors ma maison, ça veut dire 8 heures que je ne vais pas voir mes enfants et voilà, mon mari et les personnes qui habitent avec moi.
J'enlève déjà. Donc, 24 moins 16. Combien d'heures me reste en vrai pour pouvoir profiter de cette famille et faire les choses qui me plaisent? Et là, je vais commencer à adapter en fonction de ma routine. Donc, si je travaille, par exemple, je te donne un exemple, hein, tu travailles à l'école, Claudine, je sais qu'au moment de ta pause, tu as peut-être 2 heures de pause. C'est ça? Pause midi, Oui, oui, déjeuner. oui, c'est ça. Oui, enfin, 2 heures. parfois, s'il n'y a Voilà. pas de réunion. Oui. Voilà. Donc, Claudine peut me dire, Alice, je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Je vais dire, oui, Claudine, tu as le temps parce que tu as 2 heures pour manger. D'accord? Je suis sûre que tu ne manges pas pendant 2 heures. Donc, Claudine commence à midi, elle finit à 14 heures. Elle est toujours là devant son assiette. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, si j'arrive à remplir en fait ces 2 heures de manière optimale, ça veut dire, c'est vrai, je suis à l'école, mais je regarde autour. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une salle de sport? Non, il n'y a pas de salle de sport. D'accord, je ne peux pas faire du sport, même si c'est 30 minutes tous les jours. C'est quelque chose. Et cela fonctionne. Donc, je fais le planning pour une dame, elle était aussi professeure. Elle habitait, elle travaillait dans un endroit où c'était près d'un gymnase. Et elle voulait faire de l'aquagym. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps parce que c'était le soir. Et le soir, elle devrait préparer à manger. Elle ne pouvait pas partir. Voilà, les enfants étaient à la maison et tout. Je dis, bon, va voir s'il n'y a pas quelque chose pour toi entre midi et 2. Elle a trouvé effectivement un cours d'aquagym entre midi et 13 heures. Ouais, non, entre midi et midi 45. Je dis, écoute, tu vas t'inscrire. Tu fais un test. Tu fais ça pendant une semaine. Tu leur demandes si tu peux faire un test d'une semaine pour voir si ça va tenir. Après, voilà. Donc, tu vas le faire. À 11h30, elle finissait son travail. Donc, elle pouvait partir si elle voulait. Donc, à 11h30, elle finissait. Je dis, à 11h30, tu vas partir. Peu importe si tes collègues veulent te parler, non. Tu as un rendez-vous, tu pars. À 11h30, tu pars parce que tu as un rendez-vous. Donc, elle est partie. Elle a fait aquagym. À 45, c'est fini. Tu prends ta douche. Tu as 10 minutes pour prendre ta douche. 10 minutes? Mais oui, tu étais dans l'eau. Voilà. Donc, tu prends ta douche, 10 minutes. Et à la maison, tu vas prendre la belle douche. Hein? Mais là, tu vas te doucher, tu vas t'habiller et tu pars. À 13h, il faut que tu sois prête en train de partir de ton centre de sport. Tu pars avec ton repas et tu vas le manger tranquillement. Soit tu es, je ne sais pas, dans un parc, tu rentres au travail. Tu vas trouver un endroit, c'est sûr que tu vas trouver un endroit pour manger. Ce jour-là, tu vas manger d'une manière un peu plus légère. Tu vas prendre une salade, quelque chose ne va pas te demander vraiment de réchauffer, par exemple. Elle l'a fait. Et elle fait du sport tous les jours jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'elle a su optimiser son temps. Après, elle m'a dit, allez, mais c'est incroyable. Je n'arrive même pas en retard l'après-midi parce qu'elle arrivait toujours en retard l'après-midi parce qu'elle rentrait chez elle. En étant chez elle, elle allait faire plusieurs choses qui étaient en retard. Voilà. Elle ne faisait pas de sport. Les soirs, elle était fatiguée. Elle arrivait tard l'après-midi à son travail. Et là, elle a appris à gérer son temps. Au début, c'était dur parce qu'elle devrait suivre en se disant, oui, à 13h, à 11h30. Mais après, elle a automatisé, en fait, les situations, les activités. Elle a établi des routines, en fait. Elle a établi des routines et ça, c'est vrai que c'est important. Elle a établi des routines. Parfait, c'est ça. Donc, le calendrier, c'est pour vous aider, en fait, à établir une routine. Une fois que cette routine est établie, c'est parfait. Donc, vous le faites naturellement. C'est ça. Non, mais en fait, c'est extraordinaire parce que c'est en parlant qu'on se rend compte que la gestion du temps, c'est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. C'est juste qu'il faut prendre le temps au départ pour pouvoir le gagner ensuite. Tout à fait, tout à fait. Et profiter de chaque instant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler aux collègues, discuter, je ne sais pas, mais déterminer un moment. Et il faut être fidèle à ce qu'on détermine aussi. Parce qu'on est très fidèle avec une autre personne et avec nous-mêmes. C'est soi-même, voilà, exactement. Voilà, on ne se traite pas avec autant de respect. Voilà. Donc, je n'ai pas fait du sport, ce n'est pas grave. Je ferai demain. Demain, il y aura toujours autre chose et on va se négliger. Tout à fait. Donc, voilà.
Donc, parfois, apprendre à, sans égoïsme, mais enfin, on a peur que ce soit de l'égoïsme, mais parfois apprendre à se faire passer avant, à assurer les choses élémentaires avant. Oui, en fait, là, on vient toujours au UPI, urgent, prioritaire, important. Si je ne suis pas bien, je serai incapable d'aider l'autre comme il faut. Si je me sens mal dans ma peau parce que je n'arrive pas à gérer mon temps, je n'arrive pas à faire du sport, je suis fatiguée, j'ai plusieurs choses à faire, je n'optimise pas mon temps. À un moment donné, quand ce collègue ou cet ami vient me demander un conseil, même parler, je serai incapable de lui donner des bons conseils parce que moi-même, je suis morte à l'intérieur. Oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil à partager? Jusqu'ici, je vais quand même un petit peu essayer de récapituler, mais tu nous as parlé déjà de plusieurs choses. Donc déjà, d'être conscient du temps qu'on a, d'établir un calendrier pour pouvoir avoir des routines, de prendre conscience des éléments qui nous poussent à procrastiner. Ça, c'est important. Quelle douleur nous empêche de faire ce que l'on a à faire au moment où on doit le faire? Et peut-être se faire accompagner si besoin. Voilà. Et aussi ne pas présumer de ses forces, comme le font souvent certaines personnes, comme le font les femmes, mamans, épouses, etc. Mais savoir demander de l'aide. Je pense que je résume bien tout ce que tu as dit jusqu'ici. Oui, parfaitement. D'avoir oublié. Alors, est-ce que tu as un dernier élément à partager avec nous? Oui, c'est le dernier élément, mais c'est le plus important. C'est vraiment ce qui est essentiel. Voilà, le meilleur pour la fin. Il y a plusieurs personnes qui négligent la reconnexion spirituelle. Et cette reconnexion spirituelle, elle est fondamentale pour que nous puissions vraiment avoir cette gestion des émotions. L'être humain, en fait, il a été créé, d'accord, pour dépendre et croire à quelque chose. Quelqu'un qui me dit, je ne crois pas, voilà, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce que je ne peux pas toucher, je ne crois pas. Je crois que le monde a été créé à partir d'une explosion. Je dis, OK, d'accord, voilà, parfait. Toi, tu crois que c'est ça. Mais pour vous dire qu'en fait, nous avons été créés, c'est dans notre gène, nous avons toujours quelque chose qui nous retient et qui nous fait croire. Parce que sinon, si je ne crois pas, je n'existe pas. L'être humain, il faut qu'il trouve une raison d'exister. Et ce que je vous conseille très fortement, pour ceux qui ne sont pas croyants, de pouvoir prendre un moment et d'écrire à l'invisible. Le matin. D'écrire à quoi? À l'invisible. À l'invisible. D'accord, ok. Alice, c'est quoi écrire à l'invisible? Une personne qui ne croit pas qu'il existe un Dieu, elle va écrire à l'invisible. Elle ne voit pas, elle ne le sent pas, elle ne le connaît pas. Mais au moment où vous allez écrire à Dieu, que pour vous, qui peut-être ne croyez pas à son existence, à plusieurs raisons, hein, et on respecte ces raisons, essayez de faire cette expérience. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avoir une reconnexion spirituelle au début de la journée nous permet en fait d'enlever 50% du poids de la journée qui était là sur notre dos. Parce que si je dois porter un sac de farine de 50 kilos sur mon dos, toute seule, ce sera très difficile, je serai très fatiguée à la fin de la journée. Mais si au début de la journée, avant de commencer, je dis, bon, je sais que j'aurai quelqu'un pour m'aider, je ne l'ai jamais rencontré, mais on m'a dit qu'il va m'aider. Donc déjà ça, je vais laisser 25 kilos pour lui et je prends seulement 25 et je pars. Le trajet, il sera beaucoup plus tranquille, apaisant. Donc même si pour les personnes qui ne croient pas qu'il y a cette connexion spirituelle, que ce soit une lecture, que ce soit une musique, un moment où vous allez juste fermer vos yeux, respirer profondément, vous détendre et vous projeter, penser qu'il y aura quelqu'un qui va vous aider pendant la journée à tenir ce sac de farine. Alors là, cela va déjà vous soulager. Donc, ce dernier conseil, c'est vraiment prendre du temps pour vous le matin avant de partir. Faites une reconnexion spirituelle à travers une musique. Et le soir, quand vous arrivez avant de dormir,
faites aussi une récapitulation de votre journée. Une fois que vous avez fait l'expérience, faites cette récapitulation de votre journée et vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'a fatigué? Ah, mais comment ça aurait été si... Et là, vous allez vous rappeler qui a été, en fait, quel type de personnes vous ont aidé pendant la journée? Si Claudine n'était pas là, comment ça aurait été? Si telle personne n'était pas arrivée, comment je serais à la fin de la journée? Et là, vous allez voir que les 25 kilos, ils ont été portés par d'autres personnes que vous ne pourriez même pas imaginer. Voilà, c'est le dernier conseil. Effectivement, tu as bien dit que c'est le meilleur pour la fin. C'est vrai que c'est très important de voir que l'être humain n'est pas que physique, n'est pas que mental, en fait, c'est un tout. Et prendre le temps de faire ces petites choses-là au départ, de faire le bilan à la fin, voilà, de réfléchir en fait, de prendre de la distance avec sa pratique et de regarder ce qu'on est en train de faire, de réfléchir à ce qu'on est en train de faire et des décisions que l'on prend. Très bien. Je te remercie, Alice. Je te remercie pour tous ces conseils qui m'ont apporté. Alors, moi, j'avais eu le privilège d'assister à ta masterclass justement sur la procrastination. Et là, tu as pu encore développer certains aspects autrement. Donc, ça m'a fait du bien. Je pense que vous aussi qui nous avez écoutés, ça vous fait du bien. Voilà, si vous êtes intéressé par cet accompagnement qu'Alice propose, eh bien, vous pourrez retrouver toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo. Sur ce, alors Alice, j'ai un petit rituel. À chaque fois, je dis, mon slogan, c'est « Plante une graine chaque jour ». Tu vois, ça va aussi avec la gestion du temps. Parce que chaque jour, il faut une petite action pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, pour moi, ici, c'est la vie de famille. Une vie de famille épanouie. Mais la vie de famille épanouie, ça passe par un couple épanoui, par des individus épanouis. Voilà. Donc, Alice et moi, nous avons planté notre petite graine aujourd'hui. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui, alors, je vous invite à planter la vôtre, les amis. Si vous avez aimé le contenu, laissez-nous un petit pouce, d'accord, un like, commentez, expliquez-nous comment vous aussi vous gérez votre temps, quelles sont les difficultés, les défis que vous rencontrez et qu'est-ce que les conseils d'Alice aujourd'hui vous ont apporté pour pouvoir changer cela et apporter du baume, voilà, dans votre vie de famille, dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à partager massivement cette vidéo. Je vous partagerai aussi la chaîne d'Alice, parce qu'Alice, tu as aussi une chaîne YouTube. Oui, c'est très facile. Alice Porfal sur YouTube. Voilà, vous allez me trouver. Je suis la seule. Et il y a aussi sur Instagram, mon Instagram, Alice Porfal. Donc, si vous voulez être informé aussi de toutes les conférences gratuites que je fais par mois et aussi bientôt les lives qui seront faites sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Instagram. Voilà. Alors, sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous dit à la prochaine sur Heureux et épanoui en famille. Bye bye. Au revoir, Alice. Bye bye.